Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Dribble, un épisode spécial où nous allons parler, nous allons voyager dans le nord de l'Europe et plus précisément en Norvège. On enregistre le jour de Norvège-Italie, donc ça fait plaisir et on va découvrir ce pays et son football. Mais avec moi, j'ai l'honneur de recevoir Mickaël, l'arbitre préféré de ton arbitre préféré. Salut Mickaël, comment Salut, tu vas? ça va? Ça va et toi? En forme? En forme. Et à ma gauche, à votre droite, un autre Mickaël Coutillo, qui n'est pas l'arbitre préféré de ton arbitre préféré. Comment ça Non, va? pas du tout un arbitre, au Pas contraire. du tout un arbitre. Ça va sûrement être l'ennemi de beaucoup. Et avec nous, nous avons un invité spécial, un invité qui s'y connaît en football norvégien, puisqu'il est l'auteur des posts derrière le compte Nordisk Football sur Twitter. Salut Antonin, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ça va bien, t'es en forme? Bah ouais, nickel. La Norvège va se qualifier ce soir à la Coupe du Monde. Donc tout va Norvège bien. risque de se qualifier ce soir à la Coupe du Monde, effectivement, un match hyper intéressant contre l'Italie. On en a beaucoup parlé dans ce podcast depuis un petit moment qu'on suit cette aventure. Et du coup, ça me fait plaisir d'avoir un spécialiste du foot norvégien parce qu'on parle beaucoup d'Italie ici, mais pas assez de Norvège. Avant tout, j'aimerais d'abord, Antonin, que tu présentes un peu ton média Nordisk Football. Comment c'est né, combien vous êtes, etc., etc. Ouais, bah Nordisk Football, c'est né il y a plusieurs années, en 2016. Là-bas, c'était plusieurs étudiants qui s'étaient rassemblés, des amis, pour lancer justement quelque chose en français sur le football nordique qui n'existait pas encore. Et donc après, moi, je suis arrivé en 2020 et j'ai repris Nordisk Norvège parce que du coup, on a Nordisk Football qui est le gros compte et après, on a un compte par pays, donc Norvège, Islande, Danemark, Suède, etc. Et aujourd'hui, je m'occupe de Nordisk Football avec Arnaud. On est deux community managers dessus. Et après, on a un community manager par compte pays. Et voilà, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 20 000 followers. On parle du football nordique en général, que ce soit purement sportif ou un petit peu plus élargi. Et voilà. Ah, c'est magnifique, belle aventure. Ouais, Et merci. toi personnellement, donc tu t'occupes de la Norvège et comment est-ce qu'elle est venue un peu cette passion pour le football norvégien? Alors cette passion elle remonte du coup en 2020. Pendant le Covid, il n'y avait plus de football à la télé, donc moi je regardais un petit peu tout et n'importe quoi, notamment le championnat biélorusse, il n'y avait plus que ça qui jouait. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, un t'allais chercher jour, loin là quand même. complètement au hasard, ouais, bah ouais, il n'y avait plus que ça, donc on fait avec ce qu'on a. Ah, tu sais, quand t'as Et un jour besoin de complètement... football, ouais. Oui, pardon, ouais. Fallait ta dose. Euh, Bah c'est ça, ouais. Mais du coup, ouais, un jour, complètement au hasard, je suis tombé sur une pub sur Eurosport qui parlait du championnat norvégien qui reprenait. Bon, comme il n'y avait rien, je me suis dit, je vais regarder, et j'ai tout de suite adoré. Je suis même tombé amoureux de ce championnat, parce que c'est un championnat qui va très vite, que ce soit athlétiquement, sportivement. Il y a beaucoup de buts, et surtout, on découvre des jeunes joueurs prometteurs un petit peu avant tout le monde. Donc voilà comment je suis tombé là-dedans, et après, je suis arrivé sur Nordisk, et voilà, l'aventure a continué. Magnifique, belle aventure, belle histoire. Euh, Très bien. J'ai pas donné le programme, mais on va commencer par parler d'abord de l'équipe nationale de Norvège. Un peu l'équipe. On va faire un état des lieux de l'équipe actuelle. On fera un petit retour en arrière, voir un peu quand est-ce que la Norvège a été performante et les plus belles équipes de Norvège dans le passé. Et ensuite, on parlera du championnat norvégien. Ça vous va? Allez, Parfait, ouais. Vas-y. Parfait. Ok. N'hésitez pas, c'est les deux Michael, si vous avez des questions pour Antonin à intervenir ou à ajouter des informations. Donc on va s'occuper un peu de l'équipe de Norvège. L'équipe de Norvège qui, comme tu l'as dit Antonin, va se qualifier certainement, quasiment sûr, pour la Coupe du Monde 2026. Et ça fait depuis 1998-98 que l'équipe de Norvège ne s'est pas qualifiée pour un grand tournoi international. C'est bien ça? C'est ça exactement, donc ça va faire 28 ans l'année prochaine. Là actuellement, c'est un peu la fête au pays. Il y a notamment une fête qui est organisée demain sur la place de l'Hôtel de Ville, quand la Norvège sera officiellement qualifiée. Si Parce tout se que passe comme bon, prévu. non, c'est ça, bon, il faudrait perdre 9-0, enfin par 9 buts d'écart, donc normalement ça devrait aller. Mais du coup voilà, ça va faire 28 ans, donc il était temps que la Norvège retrouve une compétition Ouais. et puisse montrer un peu l'étendue de son talent, parce qu'il y a énormément de bons joueurs dans cette sélection nationale. C'est ça le truc, c'est que en fait, j'ai l'impression que l'équipe de Norvège a depuis quelques années une, euh, une génération hyper talentueuse. Ils n'ont pas une génération dorée, j'ai l'impression, quand même, là, cette année. C'est une génération dorée. Ouais. je sais pas, moi j'ai toujours trouvé qu'avant ils avaient. Quoi, ils ont
étaient un peu plus présents sur la scène internationale. Ils avaient déjà aussi une bonne équipe. Si tu regardes, il y avait des Solskjaer, il y avait des Karou, il y Ouais, avait Thor et André Flo, des attaquants surtout, Iversen. mais là, quand même, Euh, j'ai l'impression qu'on est sur une équipe beaucoup plus forte que l'époque Torre André Flo, l'époque Solskjaer, ou même John Carew. John Carew, je pense qu'il a fait aucune compétition internationale, Ouais, tu vois, avec mais la Norvège. alors je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que peut-être dans le jeu, ils ont énormément progressé aussi à regarder où sont leurs joueurs. La plupart sont à l'étranger, à part quelques-uns du SK Brann et puis d'autres nationaux, mais ils ont surtout un gros groupe de cadres qui est à l'étranger, principalement en Angleterre, si En je dis première pas ligue, n'importe quoi. Donc ça donne aussi une certaine qualité, ça amène une qualité supplémentaire. C'est ça qui est Pourtant, c'est intéressant. tous des joueurs qui ont été formés en Norvège, Antonin. Comment? C'est des joueurs qui ont été formés en Norvège, ceux qui composent l'équipe nationale actuellement. Oui, bah oui, 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 bah c'est ça, en fait, il y en a beaucoup après qui se sont expatriés. On retrouve un petit peu de joueurs qui reviennent aussi de l'élite syrienne, le championnat norvégien. Je pense notamment par exemple à Patrick Berg qui joue au milieu de terrain. Mais c'est vrai que, en fait, pour expliquer un petit peu l'évolution de ces joueurs, c'est que la Norvège, et comme les autres pays nordiques, ne pouvaient pas vraiment rivaliser financièrement avec les gros championnats. Du coup, leur solution à eux, c'était de tout mettre sur les centres de formation pour produire beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs, et les vendre après, pour se faire de l'argent, justement. Et c'est comme ça que les centres de formation nordiques sont très très bien réputés en Europe. De plus en plus, d'ailleurs, on le voit, par exemple en Ligue 1, il y a de plus en plus de rumeurs et de transferts des pays nordiques vers le championnat français notamment. Et du coup, je me suis perdu dans ce que je disais. Mais du coup, oui, Ouais. euh, beaucoup de joueurs se sont expatriés, mais de plus en plus jeunes. Donc, ils ont pu aussi bénéficier d'un step supplémentaire. Je pense par exemple à Antonio Nusa, qui a Ouais. explosé à Quel Stabæk quand il joueur. avait 16-17 ans. Il est parti à Leipzig. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et ça explique aussi la situation aujourd'hui, parce que c'est vrai que les dernières années, l'entraîneur Ståle Solbakken a été vivement critiqué pour ses performances avec de tels joueurs. Moi, le premier, d'ailleurs, je l'ai critiqué. Mais c'est vrai qu'il fallait prendre un petit peu plus de temps parce que ça restait des jeunes joueurs qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience. Et là, on voit bien que 2-3 ans après, bah, ça a pris, les joueurs ont mûri. Et c'est comme ça que j'explique en fait la performance de la Norvège en ce moment. Surtout qu'ils ont fait 7 matchs en phase qualificative, 7 victoires. Bon, ça n'arrive pas nulle part non plus. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, moi je pense que un fait, c'est aussi qu'ils ont trouvé le joueur qui fait la différence en la personne de Haaland. Ouais. Quand tu as un type devant qui plante, qui est une machine de guerre, qui a un niveau au-dessus par rapport à beaucoup de joueurs aujourd'hui, ça te tire une équipe vers l'avant, comme ça l'a pu l'être dans le passé avec d'autres joueurs qui étaient présents à des positions. Là, il y a plein d'équipes où on pourrait sortir des Ouais. choses. Donc, Bah, tu vois, moi j'ai l'impression que Haaland c'est une machine de guerre depuis déjà un moment. Mais que l'équipe de Norvège n'était pas à son niveau. Ah, pour moi, je l'attendais, par exemple, l'équipe de Norvège, je m'attendais à la voir à l'Euro précédent. oui, mais quand tu as un joueur qui fait la différence, après le reste derrière, ça commence à suivre gentiment. Et puis, tu as des gars qui percent, tu crées un effectif, tu crées des conditions pour faire en sorte que l'équipe Ouais. elle devienne plus C'est ça, il forte. fallait attendre un peu plus de temps pour qu'elle arrive à maturité, ce qu'a très bien dit Antonin d'ailleurs. Mais je trouvais qu'avec tous les joueurs qu'il y a, parce qu'on cite Haaland, on cite Odegaard. Berg et Berger, Nusa, il y a aussi Odegaard, exactement. Il y a Sorloth, c'est des joueurs qui sont là depuis un moment, tu vois. C'est quand même des bons joueurs, hein. C'est des très C'est bons des joueurs. joueurs extraordinaires. Enfin, Ouais. c'est Bah, des très extraordinaires. très bons joueurs. Ouais. Il y en a quelques-uns qui sont extraordinaires, mais il y en a c'est des bons joueurs quand Ah, même. quand même, en termes de qualité intrinsèque, ces joueurs, Bah, franchement, Haaland, elles Odegaard, rivalisent c'est très avec fort, ouais. Ah oui, le clairement. top des équipes européennes. Ah, c'est clair, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit en Norvège est-ce que carrément cette équipe elle pourrait être taillée pour aller gagner la Coupe du Monde? Bah, enfin, si je peux juste répondre sur ça. Oui. En Norvège, il y a aussi beaucoup comment dire, de précipitation sur la projection un peu de cette équipe à la Coupe du Monde. On les a vus très contents, les Norvégiens, après la victoire contre l'Estonie. Il y a des journaux enfin un journal en particulier qui a déjà fait un article. Est-ce que la Norvège est capable de gagner la Coupe du Monde? Je pense qu'il y a un peu d'emballement aussi parce que bon, c'est culturel. Mais aussi pour expliquer ce qui s'est passé avec les précédentes années, c'est qu'il y a aussi un changement de mentalité de la part du coach dans la sélection des joueurs. Évidemment, il a toujours sélectionné des gros joueurs comme Haaland, Sorloth, voilà, Odegaard, mais il a passé aussi, comment dire, les joueurs qui ne jouaient pas assez en club, en fait, en termes de minutes, n'étaient plus sélectionnés. Par exemple, Østigard, il a été sélectionné pendant un temps en défense centrale,
Et quand il a été remplaçant à Naples, il n'a plus été sélectionné après. Parce qu'en fait, il voulait vraiment des joueurs qui physiquement pouvaient tenir la route. Et c'est pour ça aussi que la Norvège a mis du temps. Parce que moi, je me rappelle du match contre l'Écosse où la Norvège gagnait 1-0 et que c'était déterminant pour jouer la qualification à l'Euro. Et qui se sont écroulés, je crois, à la 85 et 87e parce que les joueurs étaient cuits. Et justement, parce que les joueurs n'avaient pas l'habitude de jouer d'aussi longs matchs. Et du coup, il y a eu aussi ce changement de Ok. mentalité par rapport à cette sélection. Et voilà. Mais ouais, en Norvège, ils sont très, très contents et un poil trop optimistes aussi. Peut-être trop optimiste. Après, bon, quand même, il y a des joueurs. Ouais. On les a cités quelques-uns. Ils sont quand même assez impressionnants. S'il fallait envoyer un 11 type de l'équipe de Norvège, ce serait quoi pour toi, Antonin? 11 type actuel. Ouais. Ouais. Même si Bah, à peu près. imaginons que si tu avais tout le monde disponible, on prend les blessés actuels aussi. Mhm. Ouais, bah après, je pense qu'on peut partir sur la même, la même équipe que par exemple face à l'Italie quand ils avaient gagné 3-0 à domicile. Tu prends par exemple Haaland, Charlotte en attaque, forcément c'est très solide. Tu Ouais. peux mettre un Nusa sur le côté, Ødegaard bon, qui est blessé, mais voilà. Un Patrick Berg, un Bergeux, Ayer en défense, Ryerson sur le côté. Après, sur le côté gauche, il y a un petit peu plus de concurrence, mais on a un David Moller-Wolf là qui fait un petit peu son trou en première ligue aussi. Et bah, dans les buts, un Nyland qui enchaîne un peu. Il y a aussi Oscar Bob qui est sur le banc. Enfin, il y a quand même beaucoup de, comment dire, de possibilités. Je pense aussi à Jürgen Strand Schlaudrup, par Larsen exemple. qui joue en première ligue. Comment? Schlaudrup qui joue au Benfica, par exemple. Je trouve Lui, Ouais, lui, il ouais, joue lui, beaucoup moins, du il vient coup. d'être sélectionné, mais ouais, c'est compliqué un petit peu pour lui de passer ce step. Je pense qu'il va y arriver, mais il faut un petit peu de temps. En plus, là, il est dans une tempête médiatique pas très cool. Mais bon, Ah, après, qu'est-ce qui lui arrive? ça, c'est une autre histoire. Ah, Il est, on veut Il savoir. On tu veux veut savoir? savoir. Non. C'est crispy, c'est Tu intéressant. sais? Ouais, moi je sais. Ok. Apparemment, il avait un truc pédopornographique. Ah ouais. Apparemment. Ah ouais, pas ouf. Mais c'est pas. Il dit que c'est pas lui. Enfin, Ok. des trucs comme ça, quoi. En gros. Ok, ouais, pas ouf. Qu'il a reçu une vidéo et après qu'il l'a repartagée, mais sans faire exprès parce qu'il a pas vu la fin de la vidéo. Enfin, Ok, ok, ce qu'il ok. explique C'est en ça. tout cas. Stigard, il se passe quoi avec lui? Il est blessé ou pourquoi il est plus dans l'équipe? Si, il est Bah, sélectionné. parce qu'il y a aussi il y a de la concurrence, ouais, mais après, il est revenu entre deux, hein. Mais c'est quand il jouait moins, par exemple à Naples, tout ça, qu'il n'était plus sélectionné. Mhm. Contre l'Estonie, par exemple, enfin, il était dans le groupe, mais il était pas titulaire. Mais après, parce qu'il y a Egem aussi qui joue bien du côté de l'Italie, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quel club, mais il y a pas mal de concurrence aussi à ce poste-là, ce qu'il n'y avait pas avant aussi d'ailleurs, en Ouais. termes de qualité de jeu, je parle. C'est que non Mais ouais. seulement tu as un 11 de base qui est quand même très fort, mais en plus de ça, tu as des possibilités de remplacement. En fait, tu as un effectif qui est hyper large. En et gros, c'est peut-être ce qualitatif. qui a changé pour eux depuis un certain temps, c'est qu'avant ils sont passés d'un effectif où bah, on prend parce qu'on n'a pas le choix, c'est l'évidence qu'il y a tel joueur à tel endroit. Et puis maintenant, on peut se permettre de dire ouais, maintenant je peux vraiment faire une sélection par rapport à ça. Pourquoi je posais Ostegar? Parce que moi je l'ai vu à Naples, je l'ai trouvé très intéressant, c'est un joueur que j'appréciais. Voilà, après il est parti, il jouait pas assez. Et je serais assez intéressé de le voir maintenant. Je crois qu'il est à Rennes en France, c'est juste. Il est. Non, il est Genoa. reparti. Il était à Rennes, mais Il est ils au Genoa, je crois. l'ont. Ah oui, c'est Ouais, je juste. crois Ouais, qu'il est arrivé au Genoa, ouais. ouais bon, le Genoa, après, Ouais. il y a un turnover de joueurs qui est assez important à chaque fois là-bas. Je crois qu'ils viennent de se séparer de Patrick Vieira aussi, donc c'est pas. En vrai, ça reste quand même en Serie A, donc. Ouais, C'est ça quand même reste un un bon très bon championnat. niveau. Ouais, c'est c'est clair. vrai. Non, mais moi, je trouvais que c'était un très bon Aussi. joueur. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu étonné de ne pas le voir. Après, c'est clair que s'ils prennent des joueurs qui sont titulaires dans leur club pour la forme, ce que je peux comprendre, et au final, au vu des résultats, c'est ce qu'on voit. Après, le groupe n'était pas non plus incroyable, à part l'Italie et la Norvège qui sont vraiment au-dessus. Voilà, Israël a joué sa chance, mais il n'y a pas d'autre équipe qui peut rivaliser avec les deux. Donc c'est pour ça aussi le classement, il est à l'image du groupe. Mais quand même, ça nous a offert un joli duel. Hein. C'est un très beau duel. Moi, Franchement, depuis le début, on suit ça, vous savez. je suis très content parce que ça montre que voilà, il y a du changement dans le foot aussi. Mhm. Et puis l'Italie, avec la crise identitaire du football qu'il y a et qui a été assez largement débattue, de voir d'autres équipes qui justement leur enlèvent cette petite confiance qu'ils pourraient avoir parce qu'on est l'Italie et puis on a des étoiles sur le maillot. Je trouve que c'est pas plus mal pour le foot, surtout que c'est quand même des beaux matchs. La Norvège, ce sera une équipe quand même à éviter. Hein, pour Mais laisser est-ce qu'on en les fait pas un grosses peu équipes. trop avec la Norvège? Si je suis un Je peu sais l'avocat pas. du diable, parce que vu leur groupe, à part l'Italie, Mhm. c'est facile. Enfin, c'est facile. Tous les matchs sont durs, mais c'est plus facile. Et on voit que l'Italie, quand même, ces dernières années, c'est plus l'Italie d'avant.
pour moi, la Norvège, pour moi, elle était favorite de ce groupe. Donc Ah ouais. techniquement, ça me choque pas qu'ils soient première. Ok, ouais. Bon, oui, c'est vrai, si on connaît le contexte italien, c'est clair que la Donc est-ce que Norvège des fois, on avait n'en fait pas un peu trop en ce moment avec la Norvège par rapport à ce qu'elle peut le Bah, donner, par exemple, contre le Brésil, l'Argentine, même contre la Suisse. La Suisse, maintenant, c'est quand même un gros. Pour moi, c'est quand même ouais. une grosse nation en ce moment. Ou le Maroc, qui performe quand même énormément. Est-ce qu'elle pourrait déjouer ces équipes? Je suis pas entièrement sûr. Parce qu'ils ont une attaque de feu, mais la défense, ça reste quand même plus léger en tout cas, pour ma part. Qu'est-ce que t'en penses, Antonin, de ce que vient de dire Michael? Bah, je suis assez d'accord, dans le sens où oui, c'est sûr que, c'est quand même assez impressionnant, pardon, ce que fait la Norvège, notamment offensivement. Ils ont quand même une grosse différence de but, il faut quand même le faire. Mais c'est vrai que ça reste entre guillemets «des petites équipes» derrière comme l'Estonie et la Moldavie. Bon, Israël, comme a dit, Mickaël, a joué sa chance, mais, en fait, je trouve qu'on est un petit peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que ce n'est plus la Norvège des dernières années, elle a un peu mûri déjà. Collectivement, c'est beaucoup plus mûr aussi, plus, comment dire, il y a plus d'automatisme. Devant, ça plante vraiment avec Haaland, Sørloth, on a aussi Oscar Bob, Nusa. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de débat. Mais c'est vrai qu'en prenant aussi le contexte de l'Italie, bon voilà, c'est pas l'Italie des années 2010, etc. Et du coup, à voir ce que ça donne vraiment concrètement contre des grosses équipes, parce que l'année dernière, je me rappelle qu'il y a eu un match en Autriche quand même, que la Norvège en a pris 5. Mhm. C'était un match catastrophique. Dès que le niveau s'augmente un peu, bah, faudra voir encore ce que ça donne. Peut-être que collectivement, ça va gérer et ça va être très bon aussi, il va y avoir du répondant, mais à voir aussi comment ils gèrent cette partie mentale euh, face à des Peut-être grosses la Ligue équipes. des Nations, ça va leur faire du bien aussi, parce que je crois qu'ils vont monter en Ligue A, si je me trompe pas. Oui, parce qu'en Ligue des Nations, ils ont terminé premier du groupe où où il y avait l'Autriche, la Slovénie et le Kazakhstan. C'est quand même Autriche, c'est quand même une belle équipe. L'Autriche, ouais, c'est. Inconstante, mais Ouais. intéressante. Même là, je crois qu'ils ont de la peine dans les qualifications. Non, Bah, ils sont l'Autriche, toujours premiers. Ils sont premiers. l'Autriche va Toujours jouer Ouais. une finale contre la Bosnie. Voilà. On reviendra à ça. Ouais. Mais on verra en Liga ce qu'ils font, parce que en vrai, en Liga, ça peut quand même être intéressant. S'ils tapent la France ou Ouais. l'Espagne, ou je sais pas, Mm. ça peut vraiment faire C'est vrai. des beaux matchs. Et ça peut vraiment les entraîner en tout cas. Bon, il y aura la Ligue des Nations avant la Coupe du Monde? Non. On part direct sur la Coupe du Monde là. Y a pas avant, genre 2-3 matchs avant, non? Y a pas? Peut-être c'est en septembre l'année prochaine alors. Je pense, hein, Ah, peut-être je me trompe alors. à mon avis. Enfin, je sais pas. Je suis complètement perdu, moi, avec tous les calendriers. J'ai Ouais. aucune idée. Franchement, je suis Non, je resté crois que la c'est en Coupe du septembre Monde en l'année été. prochaine, je crois. Je crois que c'est en Ok. septembre l'année Je suis resté prochaine. la Coupe du Monde l'été, tous les 4 ans, avec les équipes qui avaient les 8 groupes à 4. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a Année- plus, il y a année plus neuf. 8 groupes là. Non, je suis. On a perdu Mickaël. Ouais, c'est ça. Euh, Heureusement, il en reste un. Bref. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur l'équipe de Norvège actuelle ou pas? Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'Antonin, tu vas rajouter quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il y a un nouveau joueur, une nouvelle pépite qui va arriver dans cette équipe avant la Coupe du Monde ou pas? Bah, il y en a un en vrai. Je sais pas s'il est dans l'effectif. Le joueur Qui de ça? Middlesbrough, je crois, en deuxième division anglaise, qui est prêté par City. Ah, Zernipan. Bon, je sais pas comment on C'est le dit ça. Ouais, vraiment c'est ça, en Nipan, norvégien, Nipan, je ouais. t'avoue, mais Je sais pas s'il est dans ouais. l'effectif ou pas. Non, je crois qu'il y est pas encore. Parce que lui, franchement, Il c'est est avec en tout les cas sur U21, ça FM, c'est c'est un sûr, crack. mais Ouais. Mais en tout cas, je l'ai vu une fois jouer ouais. à Middlesbrough et franchement, c'est pas mal, hein. C'est un bon petit joueur. Joueur à suivre? Il est au-dessus. Ouais. Ouais, bah oui, évidemment, genre à suivre. Après, je trouve qu'on en fait aussi un petit peu trop avec lui. En fait, à Rosenborg, il y a eu une saison quand il était jeune où il était vraiment très bon. Et c'est vrai qu'il bon, il a un gros potentiel, mais on a vu qu'il avait quand même un peu de mal à performer. Il a un petit peu été aussi embêté avec les blessures à Rosenborg sur la fin. Donc à voir ce qu'il va faire en championship. Après, ce qui est intéressant, c'est que son parcours, il est progressif. Il part pas directement en première ligue. Bon, il était avec City, mais il était prêté à Middlesbrough direct. Donc ouais, à voir s'il fait une saison ou deux en championship et après, pourquoi pas monter. Ça dépend si son équipe va monter en première ligue ou pas. Bah, Je surtout connais pas qu'ils jouent ils sont deuxième, je crois, la- Middlesbrough. Ouais, c'est ça. Je savais qu'ils jouaient le haut de tableau. Après, je sais pas où est-ce qu'ils en sont Ouais, aujourd'hui. ils sont Mais deuxième, je pense. Et ouais, Coventry, ils sont donc premiers. ok. Mais Exact. du coup, ouais, à suivre. À suivre donc le joueur de Middlesbrough. Vous me rappelez son nom? Nipan. Nipan. NYPAN, je crois. Nipan. Très bien. On va faire un petit tour en arrière, si vous voulez bien. Se remémorer les bons souvenirs pour Antonin de l'équipe de Norvège. Et en retraçant un petit peu l'historique de l'équipe de Norvège, il n'y en a pas tant que ça en fait. Effectivement. La Norvège a été très forte dans les années 30,
38. Ils ont fait la Coupe du Monde 1938. De 1938 à 1993, c'est un peu compliqué. Aucune compétition internationale. Et dans les années 1994-94, la Norvège revient en Coupe du Monde. Et elle fera la Coupe du Monde de 94-98. Et puis jusqu'aux années 2000, ce sera une équipe qui sera très forte. Il y avait notamment, je vais donner quelques noms qui vont vous rajeunir. Torre André Flo, Ole Gunnar Solskjær, qui étaient les principaux attaquants de ces équipes-là. Il y avait Rekdal, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rekdal. Bon joueur aussi. Moi, Il n'est pas perso, je le suédois, connais pas. lui Rekdal Il est suédois? Il me semble qu'il est suédois. Ah ouais? Non, il est norvégien. Il est norvégien? Je pense que tu te trompes avec Je me Ekdal. Ouais, alors je pense, ouais. Ekdal, il est suédois. Ouais. Ouais. Et Rekdal, je le connais Ouais. pas, mais Rekdal. vraiment, il est norvégien. Ah, Ça numéro me- 10, Si, hein. si, le Rekdal, oui, il est, Ah ouais, il est ouais. norvégien. Norvégien. Ouais, je Voilà. l'ai pas Voilà, vu. voilà, Je messieurs. me suis préparé, mais je l'ai pas vu dans la liste. Ok. Voilà ce genre de joueurs qui fait Torre André Flo, c'était vraiment l'attaquant incroyable. J'ai envie de te dire oui, mais il y avait aussi Karou. Mais qui Carou, vient un il peu n'a après. pas fait de compétition internationale. Mais alors, Enfin, à pense- moins que alors- je me trompe. Hein. Non, il me semble que tu as raison. Il Mais- est venu après parce qu'il était à Valence pendant un Il était à moment. Valence, il a joué à Lyon après. Il a joué à Lyon après. Il était Et- à Rosenborg ouais, au début. il était à John Rosenborg. Carou. Ouais. C'est là Ouais. qu'il s'est fait connaître. Et sinon, tu avais Solskjaer, le grand, le mythique Solskjaer, Solskjaer, Manchester Franchement, tous les United. meilleurs joueurs de Norvège étaient passés par Rosenborg. À l'époque, c'était Ouais, oui, à parce l'époque, qu'à c'était l'époque, c'était ça. Ouais. Si je me trompe, Antonin. Enfin, la plupart en tout cas. Non, non, bah, c'est ça. Bah, après, comme c'était les clubs qui dominaient, forcément, bah, ils s'offraient les meilleurs joueurs. Et puis, avant, c'était un petit peu. Enfin, on connaît hein, la loi sur les transferts, etc. Ouais. Avant, c'était un petit peu plus limité en termes de joueurs locaux. Donc, enfin, limité, on se comprend. Mais voilà. Mais Torre André Flo, par exemple, ne vient pas de Rosenborg. Il y a du SK Brann. Même avant, non, il vient même avant de Sogndal. Et après Tromsø. Sogndal. Ah, désolé pour la prononciation, les amis. En Norvège, quelle est l'équipe qui est considérée comme la plus grande de l'histoire? Et après, on passera aux joueurs, peut-être les joueurs les plus populaires. Rosenborg, je pense. Non, je dis l'équipe nationale. Les Ah, pardon. d'équipe. Après, on viendra au club. Ok. Si tu as la réponse. Bah, en fait, bah, après, moi, c'est une époque que j'ai pas connue. Donc, je suis pas expert, je vous avoue, du passé vrai. de la Norvège. Je me suis intéressé forcément parce que, bah, quand même, la base. Ah, Mais après, de là à dire, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui ressort vraiment? Je dirais pas vraiment. Enfin, moi, ça m'a pas marqué parce que la Norvège a toujours eu du mal quand même sur le plan européen ou même mondial avec la Coupe du Monde, par exemple. Parce que c'était un pays quand même. Enfin, après, il faudrait faire un peu d'histoire, mais qui était quand même un petit peu à part, comme bah, la Suède ou le Danemark. bien Et sûr. surtout que la Norvège, elle s'est un peu développée un petit peu après, je trouve. Du coup, il y a eu toujours un peu un complexe d'infériorité par rapport au Danemark et à la Suède. Et on retrouve notamment même chez les gens, enfin voilà, dans les pays. Et par exemple, à l'Euro, je crois qu'il n'y a qu'une participation et ils se sont fait éliminer au premier tour. Mhm. Coupe du Monde, pareil, il y en a eu longtemps sans Coupe du Monde. Après, la Norvège a aussi beaucoup souffert de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que sportivement, on était plus sur du sport individuel, du biathlon, du ski, du saut en longueur. Ski enfin, nordique, finalement. comment, ouais, c'est ça, enfin tout ce Enfin, les qui sports est d'hiver. nordique, quoi. C'est ça. Et du coup, le sport Biathlon, collectif, c'était un peu plus compliqué. Je À crois part au le curling, hockey ils sur sont très glace, forts, qui a. Ah, ça, je sais pas. Mais le hockey sur glace, par exemple, aussi, vrai. c'est beaucoup les sports d'hiver, en fait, le patinage. Mais du coup, c'est là où la Norvège a plus brillé aux Jeux Olympiques. Même au niveau du foot, la Norvège a aussi c'est un petit peu plus surpassé historiquement, je trouve, aux Jeux Olympiques, parce que Exact. c'est quelque chose qui leur tient à cœur, en fait. Mhm. Plus qu'un Euro ou une Coupe du Monde. Bon, on se comprend, mais en termes de valeur sentimentale, les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose en Norvège, donc, et dans les pays nordiques en général. Et du coup, voilà. Donc, comme ils ont beaucoup souffert aussi de la Seconde Guerre mondiale, c'était compliqué de trouver un collectif cohérent. Et surtout que, oui, il y a eu des grands joueurs, mais ces joueurs étaient un petit peu éparpillés, je veux dire. Il n'y avait jamais de gros collectifs comme on peut retrouver maintenant, en fait. Ouais. C'est ça, c'est peut-être que aussi il y a eu un problème d'infrastructure. La Norvège a été, notamment sous le régime nazi, ils ont détruit beaucoup de choses. Mm. Peut-être aussi il y a une question d'infrastructure, d'argent peut-être, avant qu'ils découvrent le pétrole. C'est pas... Ouais, après, c'était peut-être pas la priorité aussi C'était pas la d'aller priorité, là. ouais. Et puis c'est clair que, comme on a dit, quand il y a deux pays comme la Suède ou le Danemark qui ont quand même Qui eux ont eu des vraiment clubs, surperformé, Ouais. et même les Qui ont- équipes nationales de Suède Ouais. et les Qui ont- palmarès sont
bien plus fournis. Qui ont été très présents durant tout ce temps, enfin, même avec la victoire à l'Euro du Danemark, si on se souvient. Donc c'est Bien clair sûr. que ça les met un peu dans l'ombre. La Suède elle se fait souvent en demi-finale en Coupe du Monde 94 notamment. Enfin, ouais, Ouais, ils ont toujours été présents, très présents sur la scène, en tout cas européenne, et le Danemark aussi, avec, on se rappelle de sa victoire en 92. Qui ne devait pas participer à cet Euro. Comment ? Le Danemark ne devait pas participer à Ouais, cet Euro. juste ils ont été repêchés, enfin, c'est toute une autre Parce qu'on a histoire. enlevé Mais... la Yougoslavie. Comme la à Grèce. l'époque. Ouais. Ouais. Ouais, Ah non, ouais. sauf que la Grèce s'est qualifiée correctement, tu vois. Non, c'était pas par une erreur aussi. Non, Ils étaient repêchés, je sais Ils pas ont été quoi. repêchés dans les groupes, je Ouais. crois que c'était dans la phase de groupe où ils ont C'est ça, fini ouais. 3e. D'ailleurs, c'est dans le même groupe que le La Grèce Portugal. Ouais, il me Ouais. semble, il n'y a pas eu une histoire de repêchage. Ouais, Non. pour moi, ils ont repêché parce qu'ils étaient en vacances, les Grecs, et Pas au du dernier tout. moment, Ça, ils c'est étaient le là. Danemark. Non, La je Grèce. te jure, les Grecs. Je te Alors jure. le Danemark, non, oui, non, il y a non. eu l'Italie en 94, La Grèce, elle s'est 3e du qualifiée groupe qui se correctement. qualifie. La Elle Grèce, finit c'est quoi premier du groupe avec le Portugal. Pour moi, ils étaient repêchés, les Grecs. Ah ouais, Peut-être je me je trompe crois alors. pas. Ça, je crois Moi, je vais rien dire. Parce que j'avais déjà parlé d'une défaite de la Suisse contre les îles Féroé, ce qui est archi faux. Je vais contrôler ça, mais mon VAR intérieur me dit que tu te trompes. C'est possible. Alors écoutons la Peut-être je VAR. confonds. Je vais aller checker. Mais voilà. Donc. Et en termes de joueurs, quels sont un peu les joueurs stars à Doubé? On a Comme là, parlé, les légendes, ouais. Les on légendes de a parlé Norvège. de Tore André Flo, de Solskjaer, et on a oublié un, c'est John Arne Riise, Ouais, Rizé, par ouais. exemple. Juste. Mm. Donc, Ouais, bah, lui, il a été aussi entraîneur là en Norvège récemment, notamment d'une équipe féminine. Bon, ça s'est pas trop bien fini pour lui. Bon, c'était assez compliqué parce que c'est quand même un personnage. ouais, quand même. Mais eux, oui, après, en très très gros joueurs, bon, on les a déjà cités, hein, forcément John Carew. On a aussi eu Ketil Rekdal qui a fait son retour à Rosenborg en tant qu'entraîneur, je crois, ces dernières années. J'ai un doute, mais je crois pas dire de bêtises. Il y a eu Stephen Iversen aussi. Et vraiment, si on remonte, parce que justement, c'est marrant de faire ce parallèle-là avec Haaland, c'est que dans les années 20-30, 1920, 1930, où justement la Norvège était quand même. Enfin, c'est le début, mais performait quand même un peu. On avait Jørgen Juve aussi, qui était le meilleur buteur de l'histoire de la sélection norvégienne jusqu'à ce que Ouais, Haaland arrive. c'est vrai, c'est fou. Mais c'est quand même resté un joueur longtemps meilleur buteur de l'histoire. Et je sais qu'il enfin, il représente quand même quelque chose pour les Norvégiens. Mhm. Et voilà. Ouais, c'est ça, c'est la première heure de gloire, on va dire, de la Norvège. C'est ces années 30. C'est ça. Ouais. Je vois que Jørgen Juve a marqué 33 buts en sélection, en 45 matchs. Mhm. À C'est ça. l'heure où on parle, c'est-à-dire le Ah, 16 novembre, 17h38, Faut pas Erling regarder. Haaland, Faut pas regarder on est les à stats. Ça fait 53 peur. buts en 47 sélections. C'est C'est fou, hein. 20 phénoménal. buts de plus Ouais. en 2 matchs de plus. En 2 matchs de, ouais, en 2 matchs de plus. Sorloth n'est pas très loin. Hein, ouais, enfin, si, 26 buts. Mais lui, il a encore des matchs à jouer. il dépassera jamais Haaland. Jamais. Mais je pense que Haaland, on va en parler un petit peu. Haaland, c'est un joueur de top classe mondiale, C'est un finisseur hors pair. un finisseur hors pair. Et ça risque d'être une légende en Norvège pour Ah, je pense que c'est déjà une légende. l'éternité. Moi, je pense que c'est déjà une légende. Je n'ai pas peur de le dire. C'est déjà une légende. Comment il est perçu en Norvège, Erling Haaland, Antonin? Ouais, forcément, c'est une légende déjà en Norvège. Enfin, il n'y a même pas de débat. Enfin, déjà, quand il était à Bryn, du coup, quand il était jeune, beaucoup de supporters enfin, avaient senti quelque chose en lui parce que enfin, ça se voyait. Bon, c'est facile de dire ça maintenant parce que Ouais. vous voyez un peu l'attitude d'Haaland, etc. Mais déjà à l'époque, les gens ils s'étaient dit bon, ce gars-là, il a quelque chose. Et beaucoup de gens s'y sont vite intéressés et en ont beaucoup parlé. Et après, ouais, il est arrivé à Molde où il a eu un petit peu plus de mal, mais on voyait qu'un jour ou l'autre, ça allait exploser. Et après, bah, on connaît la suite de l'histoire Bah, entre Salzbourg, ça a Leipzig, pété. oui, Salzbourg. Salzbourg, pardon. Ouais. Ouais, Salzbourg. Et Dortmund, Manchester City. Et en fait, je trouve que là où il a vraiment passé un vrai cap, c'est quand il est arrivé de Dortmund à Manchester City, parce qu'il y en a quand même qui disaient attention, la première ligue c'est autre chose que la Bundesliga, sauf que lui il s'est tout de suite imposé et c'était vraiment incroyable. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'en Norvège, il y a beaucoup de supporters qui supportent à la fois un club norvégien, en général c'est le club de leur ville, enfin le gros club à côté de chez eux, et un club de première ligue, parce que culturellement c'est comme ça, ils supportent tous un club de première ligue, la première ligue c'est un truc de fou pour eux. Et du coup, le fait qu'un Norvégien performe en première ligue, c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, là-bas, c'est vraiment une légende et ça le restera, j'espère. Ouais, ça va.
D'ailleurs, tu parles des joueurs de l'influence, enfin de l'amour qu'ont les Norvégiens pour la Première Ligue, mais les joueurs norvégiens en soi finissent la plupart en Première Ligue. Enfin, à part Ouais, John parce que Arne Riise qui est passé par c'est. Liverpool, qui a terminé peut-être au Hertha Berlin ou je sais plus en Oh, Allemagne. Caro aussi, il est passé, il est allé en Espagne, Ouais. Valence, Mais c'est vrai que la Lyon. plupart des joueurs norvégiens restent finalement en Angleterre, quitte à jouer en deuxième division, non? Parce que c'est Le père d'Erling Haaland jouait aussi en exact. Première Ligue. Mais en fait, c'est ça, c'est culturel chez eux. C'est la Première Ligue, ça représente un petit peu leur idéal du football. Parce que bah, il y a beaucoup de niveaux, il y a la concurrence, etc. Enfin, voilà pourquoi les gens aiment en général la Première Ligue, mais eux, c'est particulièrement marqué, je trouve. Et justement, c'est culturel, quoi. Donc pour un joueur, bah, il a grandi un peu dans ce monde-là, où tu supportes ton club, enfin le club de ta ville, et tu supportes un club de Première Ligue, bah, forcément, jouer en Première Ligue, c'est exceptionnel pour eux. Lui, à Erling Haaland, on sait pour quel club anglais il était, sachant que son père était déjà à Manchester City. Parce qu'il- Pour City. Ouais, il a Ouais, toujours Je en crois, il me City. semble qu'il l'a dit plusieurs fois que son club c'était City. Et qu'il était. C'est Oui, pour ça bah oui, aussi oui. son choix de. Bah, en Il n'a fait, jamais comme hésité c'était pour aller là-bas. bah, oui, c'était le club de son père, donc forcément, Ouais, forcément. ça représentait aussi un peu tout pour lui. Donc je pense qu'il supportait City quand il était petit. De toute façon, il y a des photos de lui avec des petits maillots de City quand il était gamin. Donc À voilà. son père qui s'est fait massacrer, c'est de le dire, par Roy Keane. Ouais. Pendant un derby. Ouais, il me semble que c'est Roy Keane, hein, Ouais. qui lui a, Ouais. qui lui a- Il a mis la semelle là. ouais, signé la fin de sa carrière. Ouais. Ah bah il était tendre, c'est connu. Hein. Roy Keane, ouais, il était doux, c'était un mouton doux. Très bien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ou Antonin ou les Michael sur... Bah, moi, Haaland, je pense qu'en vrai de vrai, il va peut-être dépasser le record des 1000 buts, hein, comme Ronaldo. Ah ouais, ouais. Ouais, je pense. Haaland, À ce Haaland, rythme-là, il est sur un... à part s'il a une grosse blessure qui encache sa carrière, mais On le met à ce niveau-là, Je des pense pas. Ronaldo et des Messi et des Pelé. Oui. bah, pas encore, mais s'il continue comme ça, oui. Bah, Ouais. quand tu vois comme il a percé, alors son ascension, elle n'a pas été si fulgurante que ça, parce qu'il a quand même fait des étapes, ce que je trouve qui est très qui est bien, bien. ce qu'on Ouais. voit plus aujourd'hui. Et puis il a réussi à être constant, à marquer des buts, à se faire apprécier. À dépasser le record tireur en première ligue, ça c'était quelque chose. Hein. Ouais. Ce qui est assez fou, c'est que même dans chaque club où il est passé, il est presque à un but par match. Que ce soit Salzbourg, Leipzig, City, Dortmund. Leipzig, non pas Leipzig. Ah, Salzbourg, Dortmund, pardon. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui fait, Red Bull. c'est ce qui fait la différence. C'est C'est fou, c'est hein. ces joueurs-là qui font une différence et tu le vois, Mais t'as vu, qui même au t'amènent haut une niveau, équipe nationale, parce qu'avant lui, si je dis pas de bêtises, Odegaard, Ouais. c'est juste, il est norvégien, il est parti au Real, il y a eu Oui, un peu de- Odegaard à la base, c'est la pépite Ouais. du football Ouais, norvégien. C'est c'est- celui qu'on montre un peu partout. il y a une hype, une monstre hype sur lui, Monstre et hype, ouais. qui a fait Mais il un est parti peu- trop rapidement au Real. Ouais, C'est exactement. juste ça quoi. Après il est parti en prêt, il a pas. Ça va. Après Arsenal, bah, il a pété quoi. Ouais. Arsenal Là, lui ont donné du temps de jeu. Bah, Là c'est- où le parcours de Haaland. Bah, c'est Haaland, très intelligent Haaland. Ouais. Ouais, tout à fait. Il a progressé, il a fait step by step. Et puis c'est pour ça, je pense aussi qu'il a pas de blessure, rien. Donc s'il peut continuer comme ça, il Ouais. fait juste des stats incroyables. Ouais. Ce sera fou. Ouais. Ce sera un top Mais ça, player c'est encore un débat. C'est encore un débat aujourd'hui en Norvège, justement, l'évolution des jeunes joueurs, où ils préfèrent passer par de plus petites étapes. Après, ça dépend des joueurs, forcément. Mais bah, bon, je reprends l'exemple, par exemple, d'Antonio Nusa. Il a préféré aller au Club Bruges avant d'aller à Leipzig, parce que, en fait, c'est ça. Il y a eu des précédents aussi qui ont montré que des fois, se brûler les ailes, c'était un peu trop. Enfin, partir vite dans des gros championnats, c'était se brûler les ailes. Et je pense qu'on l'a vu par exemple avec Moumbagna qui est passé de Bodø à Marseille et bon, ça a été très compliqué. Et il y a eu Botheim aussi qui était très très bon à Bodø. C'est le Il meilleur était pote football d'Haaland. manager. C'est le meilleur pote d'Haaland, ça, non? Ouais, c'est ça. Je l'avais Exactement, ils ont fait du manager. rap ensemble. Ah ouais. Et ouais, il y a un clip qui existe sur YouTube, Botheim et Haaland en On train de va faire aller du voir rap ça. quand ils sont Nouvelle jeunes. intro, ça sera ça. Chercher une Et voilà, il y a eu norvégienne en beaucoup, plus, ouais. Il y Dis-moi a eu Antonin. beaucoup d'exemples où les joueurs se sont brûlés les ailes et je pense que l'un enfin, les exemples les plus marquants c'est aussi avec Bodø ces récentes années, bon on va en parler un petit peu après, mais où il y a eu des joueurs pardon, qui sont vite partis et qui sont vite revenus aussi, donc voilà. Excellent, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Et ben, on va tout de suite passer au championnat de Norvège et des équipes et du football en Norvège en général. J'aimerais d'abord, oula, que tu nous expliques, Antonin, comment est-ce que fonctionne le football norvégien, enfin le championnat norvégien. Combien d'équipes, combien de Alors relégués, championnat combien de... ouais, alors championnat norvégien il est un peu particulier parce qu'il se joue sur une année civile, c'est-à-dire qu'on n'a pas les saisons comme
en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, où ça se joue de septembre à mai, juin. Là-bas, ça joue en gros de mars à début décembre. Parce qu'en fait, l'hiver, c'est vraiment impossible de jouer là-bas. Il y a beaucoup de gel, il fait froid, il y a de la neige. Donc même si les clubs sont équipés pour ça, parce que déjà en décembre ou même en novembre, quand les clubs en Coupe d'Europe vont jouer là-bas, en général, faut être bien préparé, surtout avec Bodø récemment qui est dans le nord. Donc voilà. Mais ouais, l'hiver, il fait trop froid. Et on a déjà eu des matchs qui se jouaient fin novembre, où il faisait -20, même dans le sud de la Norvège. Donc Du coup, c'est un avantage c'est assez. pour les clubs norvégiens. À domicile, souvent, Oui, quand on regarde à domicile, ils arrivent à faire quelques bons résultats. Tu parles de l'Europe là? Ouais. D'abord, reste sur le. Pardon. Tu vas trop vite. Mais du coup, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment pour le climat. Et puis même économiquement parlant, il y a des clubs qui se sont déjà plaints parce qu'il fallait mettre le chauffage sur le terrain un peu plus tôt dans l'année parce que la saison commence un peu plus tôt et que financièrement, ça avait du mal à suivre. Donc voilà. Sinon, là actuellement, dans le championnat, les 2 premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc le premier joue les barrages et le deuxième joue le deuxième tour qualificatif. Donc ça, c'est notamment grâce à Bodø qui a pris beaucoup de points au coefficient UEFA. Donc les places sont améliorées. Après, de mémoire, le troisième joue la Conference League. Alors je ne sais plus quel tour exactement. Enfin, un tour qualificatif. Le quatrième joue, je crois, l'Europa League aussi. Le cinquième, la Conference League. Le cinquième, non, ça dépend du vainqueur de coupe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est comme en Et Suisse du l'année coup, passée. Ouais, c'est comme en Suisse en fait. c'est ça. Ok. Du coup, Et voilà. en Enfin, termes de à vérifier quand même relégation? pour la Coupe d'Europe. Et pour la relégation, les 2 derniers descendent et l'antépénultième joue le barrage. Ok, ok, ok. Magnifique. Il y a 16 équipes dans le championnat norvégien. C'est ça. Je sais pas si tu l'as dit, je le précise quand Non. même. Et on va parler peut-être un peu d'abord j'ai envie de dire des gros clubs, des clubs qui ont fait l'histoire avant d'arriver à club actuel. Et moi, tu vois, quand on parle football norvégien, club norvégien, le premier qui me vient en tête, c'est Rosenborg. Rosenborg Trondheim. Euh, Est-ce que c'est le plus grand club de Norvège en termes de poids historique? Oui, clairement. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je crois que c'est 26 titres de champion national. Ils ont surdominé pendant des années et des années le championnat national. Et historiquement, c'est Rosenborg qui est le plus gros, qui est le plus représentatif. Et puis, on voit, même dans les tribunes, ça reste un club très populaire avec beaucoup de supporters. Et justement, il y avait une stat là où justement ils font une saison un peu compliquée là. Enfin, la fin de saison est très compliquée même. Je crois que c'était la première fois depuis une vingtaine d'années qu'ils passaient en dessous de la barre des 10 000 spectateurs pour un match. Ah Donc, ouais. ça s'expliquait par les mauvais résultats, mais aussi parce que c'était un match en semaine contre un club c'était Sandefjord, donc c'était pas un gros club, quoi qu'ils font une très très belle saison. Mais voilà, donc ça reste très fervent et historiquement, c'est vraiment le club le plus représentatif de la Norvège, soit sur le plan national et sur le plan européen également. Mais c'est un club aussi qui est un petit peu perdu en aura, perdu aussi en termes de résultats dans le championnat de Norvège. Par exemple, est-ce que tu sais par hasard quand est-ce qu'ils l'ont gagné pour la dernière fois? La dernière fois de mémoire, j'aurais dit 2018, je crois. Ouais, 2018, ok. Je crois, ouais. Et derrière, en fait, ils n'ont pas réussi à se Ouais, requalifier on confirme. pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, etc. Et financièrement, ils en ont pris un coup. Et en fait, c'était un peu le début, je ne vais pas dire de la fin, parce que c'est un peu fort, mais la fin de leur domination. Surtout que Bodø est arrivé en 2020 avec vraiment une équipe exceptionnelle. Et financièrement, c'était compliqué. Derrière, ils se sont un peu entêtés sur des choix de joueurs étrangers, en fait. Et du coup, niveau mentalité, etc., ça ne l'a pas fait. Surtout que les joueurs venaient pour jouer le haut de tableau et quand ils se rendaient compte que la situation sportive n'était plus la même, forcément, sur le collectif, ça joue beaucoup. Donc c'était compliqué. Financièrement, ils ont eu du mal et là, ils sont vraiment dans une phase de reconstruction et ils tentent de. En fait, c'est vraiment ça, ils tentent de retrouver leur gloire du passé. Mais aujourd'hui, la réalité n'est plus vraiment celle qu'elle était déjà avant le Covid et du coup, c'est un peu compliqué. Les deuxièmes clubs, quand on pense à la Norvège, vous pensez à quoi, vous les Mickaël? Bon, Skabran, Skabran? Ah ouais? ouais, Moi, ou j'aurais dit Molde. Lillestrøm. Alors, pour te dire la vérité, avant de venir là, je me suis un peu renseigné, puis Ah, voilà. j'ai vu que Lillestrøm était descendu, donc apparemment Ouais. ils vont remonter, mais
Moi, je pensais à ça dans les années Brann. plus récentes. Ouais, Ouais. Brann, ça me parle. Moi, Molde, Euh, ça me Moi, parle. c'était Molde aussi, je Le pense. Stavanger. Ouais, Molde. Ouais, Stavanger. Viking, Mais Stavanger. avant, on les appelait. Ils s'appelaient toujours Viking Stavanger, mais ils mettaient Stavanger comme titre. C'est vrai que Je les maintenant, voyais c'est plus pas. que, Ouais, c'est que Viking. Hein. Et ils ont fait un rebranding, je sais pas, ils ont changé le logo. Du coup, j'étais un peu perdu quand j'ai vu Viking. Je me suis dit, j'avais pourtant vu toutes les saisons sur Netflix, mais non, ok, c'est bien le club, donc c'est. Quel est le deuxième club le plus gros qu'on considère en Norvège? Avant Bodø Glimt, puisque Bodø Glimt, ça arrivait un peu Il plus y a tard. 5-6 Quoi. ans, ouais. On va en parler un petit peu après. Ouais, non, Bordeaux, c'est trop récent pour parler de historiquement. En vrai, c'est assez compliqué parce que oui, Lillestrøm a pas mal, enfin, été bien représenté sur la scène nationale. Après, je pense que entre deux, il y a Viking qui historiquement a pas mal pesé et il y a aussi Fredrikstad là qui revient aussi assez fort. Et bah, en fait, on le voit rien qu'au palmarès, hein, mais c'est des clubs vraiment historiques qui ont, enfin, une vraie histoire, je veux dire, en termes de palmarès. Et en fait, ça reste toujours des clubs populaires aujourd'hui. Et ouais, pour moi, même sur le plan. Bon, après, sur le plan européen, c'était un peu plus compliqué quand même pour les autres, au-delà de Rosenborg. Mais Ouais. c'est les noms qui parlent le plus, je pense, Viking Stavanger, déjà parce que c'est des grosses villes, Stavanger. Brann, c'est Bergen. Donc, Ouais, voilà. Bergen, Stavanger. Trondheim, c'est Rosenborg, par exemple, même si Mm. c'est des grosses villes. D'ailleurs, en parlant de villes, et c'est vrai que les équipes connues, Molde aussi, c'est un peu éparpillé partout en Norvège. Quand on En parle fait, géographiquement. ouais. Donc, Et puis Trondheim, c'est l'ancienne capitale de la Norvège aussi, donc ça explique aussi la puissance de cette ville et puis de la population aussi, hein, parce que c'est très très grande ville, Trondheim à Trondheim, est-ce l'échelle de que la c'est plus Norvège. grand qu'Oslo, Trondheim? Je me Oui, pose en la termes question comme d'habitants, ça. oui. Ouais, en termes d'habitants, ouais. D'ailleurs, Ouais, Oslo, je regardais, je crois que. Vas-y, Oslo, vas-y, pardon. qui est la nouvelle capitale, qui est la capitale, elle, pour le coup, elle n'a pas tant de clubs de football qui ont performé dans l'histoire. C'est ça. Bah, Vålerenga a quand même pris quelques titres. Ça reste le club le plus populaire et Ouais, en fait, c'est ça, c'est dans un quartier populaire là, à l'ouest de la Norvège, enfin d'Oslo, pardon. d'Oslo. C'est ça, mais du coup, c'est pas mal éparpillé parce qu'il y a pas mal de Ouais. clubs. Comme je disais, il y a bah, aussi Lillestrøm qu'on vient de citer, bon, qui est pas à Oslo, ils sont un petit peu à côté, ils sont à 20 km à peu près, Mhm. mais ça reste dans la même. C'est dans l'agglo. L'agglomération d'Oslo, on va dire. C'est ça, et après, bah, on a Lyn qui représente le quartier de Bislett, qui est un peu plus riche. Donc Vålerenga, c'est ça, non, je dis d'ailleurs, Vålerenga, c'est Est, c'est pas Ouest. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est Ouais. Oslo Est. Et ouais, c'est ça. Et après, on a bah, le Café Moslo qui monte pas mal. Ils ont un très bon entraîneur et qui va sûrement partir d'ailleurs parce qu'il est courtisé par des clubs comme Molde, par exemple, qui ont une puissance financière un petit peu plus importante. Mais c'est une équipe à surveiller qui est montée, qui fait deux belles saisons ouais, par rapport à leurs moyens en première division. Donc c'est ça, c'est assez éparpillé en fait à Oslo et il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à se démarquer. Ok, ouais, l'équipe à suivre. Donc le Kfum Kameraten Oslo. Je Ouais, que prononce très fut mal. Oslo. Kfum Oslo. On va se contenter. Et on l'a dit, donc depuis ces 5-6 dernières années, le club qui monte en Norvège et qui performe très fort en Europe, c'est Bodø Glimt. Et Bodø Glimt, c'est un des clubs préférés de Mais Michael. non, c'est ce que tu dis, mais non, c'est comme toi avec Getse, hein, c'est pareil. Ouais, c'est pas le même championnat. C'est pas le même championnat. Moi, je suis pas fan de Getse. On s'arrête tout de suite. Les Grasshoppers Zurich. Eh, Tim, tu mets ça en grand. Hein. Bijan, Si vous voulez lui Cœur faire un Getse. cadeau pour Noël, Jeanne est friand de maillot. Le Bodø Glimt, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire? Comment c'est? Est-ce que c'est un investisseur qui est arrivé? Est-ce que finalement ils ont très bien travaillé au niveau de la formation? Ou finalement c'est tout qui s'est un peu imbriqué en même temps, qui a bien fonctionné? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce club qui surperforme au-delà du cercle polaire Et en très peu de temps Ouais, aussi. et bah, en très peu de temps? bah en fait, déjà, Glimt dans l'histoire, ça a toujours été un petit club, mais qui faisait souvent parler de lui. Là, je vérifiais juste les dates, mais parce que, en fait, avant, la Norvège était séparée un petit peu en deux. Tu avais vraiment la Norvège, on va dire, du sud,
où il y a tous les clubs qu'on connaît. Il y avait vraiment la Norvège du Nord, où par exemple il y a Tromsø et Bodø/Glimt qui jouent en première division. Et en fait, les deux étaient séparés et les clubs du Nord ne pouvaient pas jouer, par exemple, la Coupe de Norvège. Ils avaient vraiment leur truc à eux, leur championnat à eux. Ok. Et après, c'est assez ouvert. Je pense que c'est aussi avec l'évolution, avec l'aviation, etc. C'était beaucoup plus simple de monter là-haut et de descendre en bas. Ouais, parce que les Mais déplacements en Norvège, quand même, tu vas de Oslo à Tromsø, t'en as pour un moment. Hein. c'est ça, C'est ouais. long. Ouais, il y a un bout. Hein. Ouais, C'est ouais. ça. C'est Donc, pas gratuit, Et c'est du pas coup, gratuit non plus. ouais. mm. Ah bah oui, non, mais c'est clair. Après, je trouve que, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais Oui, mais c'est toujours financièrement, intéressant. les avions en Norvège, c'est quand même relativement abordable, on va dire. Je trouve que c'est pas comme en France, où on voit Ok. plus ça pour les voyages. Eux, ça peut leur servir, sachant que le pays est tout en long. Donc... C'est ça, c'est que finalement, ils sont. La pointe nord et la pointe sud, ça doit faire peut-être 1000 km, voire plus. Oh, beaucoup, beaucoup plus, Beaucoup hein, plus, voilà, très bien. ouais, je pense qu'on doit être vers. Bah après, ça dépend, mais parce qu'on peut couper par la Suède aussi, ça va plus C'est vite. vrai. Mais on est à bien 2500, ouais, 2500, je crois. Ouais, ok. Ouais, donc ceci explique cela. En plus, dans des territoires qu'on va dire sauvages et froids, c'est pas facile. C'est Hein. ça. Je crois que le déplacement le plus long, c'est Tromsø-Stavanger, justement, si je dis pas Ouais, de bêtises. Et ouais, ça doit être effectivement. 2005. Et là, il y a l'IK Start qui monte justement de deuxième division. Et eux, c'est Kristiansand. Et eux, c'est vraiment au sud, 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 sud de la Norvège. Ok. Alors, je pense que là, on va bien taper Ah oui, 2007-2008, je pense. Kristiansand qui est vraiment Mm. tout au sud, exact, Ouais, qui est en bord de mer. Ouais. c'est Là, ça. celui-là, ton plus grand déplacement, ce sera celui-là. Ouais. Mais c'est pour revenir Mais à du coup, ouais, voilà, Bodø/Glimt. ouais, pour Bodø/Glimt, justement, enfin, les clubs du Nord ont été autorisés seulement en 1963 à disputer la Coupe de Norvège. Et justement, Bodø l'a remporté en 1975 et c'est la seule fois qu'ils l'ont remporté d'ailleurs. De même depuis là récemment qu'ils dominent le championnat national, ils n'ont jamais réussi à la regagner. Et justement, il a fallu attendre 1976 pardon, pour que Bodø devienne la première équipe du Nord à monter en première Ok. division. Donc voilà, même si c'est pas des grosses performances entre guillemets, dans l'histoire, Glimt a toujours un petit peu marqué l'histoire justement Du avec Nord, en ce tout genre de cas. statistiques. C'est le club Ouais, pionnier c'est du Nord. ça. Quand on parle du Nord, tu sais la frontière, à peu près à quel niveau de la Norvège on coupe le Nord et le Sud? Après, c'est un peu subjectif, hein. Si on Ouais, c'est demande à ça. un Marseillais Trondheim, où est c'est le le Nord, il va dire Sud. que c'est Lyon. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est Euh, vrai. Ouais, on peut dire qu'au-dessus de Trondheim, Au-dessus de ça Trondheim, c'est le commence à Nord. monter. Ouais. C'est là Ok, où ça se resserre un petit peu géographiquement. ok. Et Euh, du coup, voilà. du coup, voilà, donc finalement, Bodø/Glimt a toujours été pionnier et a toujours été pionnier. Et a aussi été pionnier dans la data. Et c'est aussi un peu en ça qu'on explique leur succès actuel, ce que tu m'as dit en Je sais pas si vous off. m'entendez, j'ai un bug là. Ouais, on t'entend, on t'entend. Allô? Allô? Ouais, on t'entend. Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Ouais. Ok, parfait. Et Je du coup, disais, comme qu'est-ce que tu tu me m'as disais, dit désolé? en off, donc Bodo Glimt a toujours été pionnier pour le Nord, mais a aussi été pionnier en termes de data. Et c'est peut-être aussi ça qui explique les bonnes performances du club actuellement, entre C'est autres. ça, ouais. En fait, Bodø/Glimt, c'est pas mal utilisé de la data pour recruter, mais c'était un petit peu après leur succès en fait en Norvège. Et allô? Ouais, ouais, on t'écoute. Ah ouais, je sais pas, des fois ça coupe, désolé. Mais du coup, voilà, après leur succès, leur première grosse saison, on va dire, où ils remportent le championnat, ils se sont utilisés de la data justement pour compléter l'effectif et remplacer les joueurs. Parce qu'en fait, pour expliquer comment ils se sont, comment ils ont réussi en fait, euh, Kjetil Knudsen, qui est l'entraîneur actuel, il était déjà au club. Et en fait, dans une saison qui était compliquée, c'est lui qui a été mis en tant qu'entraîneur. Il est venu avec une philosophie bien particulière de jeu qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Et en fait, ça a bien matché avec les joueurs qui étaient présents à ce moment-là. Et dans les joueurs déjà présents à ce moment-là, on avait par exemple Ulrik Saltnes qui est encore à Bodø, Patrick Berg qui est passé par Lens entre deux mais qui est revenu. On avait Bjorkan par exemple. Et en fait, ce qui fait en fait, la mayonnaise a pris et à tel point que avec le bon recrutement et cette base déjà de joueurs très intéressants, sportivement ça a explosé et la saison 2020 ça reste la plus grosse saison de Bodø euh, jusqu'à maintenant et c'est là où justement ils ont pris leur premier championnat et derrière ils se sont qualifiés pour les Coupes d'Europe. Bon, ils ont eu du mal à arriver en Ligue des Champions mais ça y est là ils y sont arrivés et en fait financièrement ils sont enfin ils
le compte en banque déborde honnêtement aujourd'hui et ça leur permet de prendre déjà les meilleurs joueurs sur le plan national et puis d'aller chercher d'autres joueurs un peu partout. Et justement, avec la data, ils ont été chercher des joueurs hyper intéressants, que ce soit dans les pays de l'Est, des joueurs un petit peu qui sont, je vais pas dire mis de côté, mais qui ont un petit peu moins de temps de jeu. Mais ce qui fait que en Norvège, ça reste des très bons joueurs et on voit en ce moment, ça va, ça marche super bien. Je pense notamment à Albert Grønbæk qu'ils ont été chercher à Aarhus au Danemark et en fait, une fois qu'ils l'ont pris, il a été transféré à Rennes, ils se sont fait une plus-value de dingue. Et puis voilà. Ouais, ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'ils ont mis du temps à arriver en Champions League, mais quand même, que ce soit en Conference League ou en Europa League, ils sont quand même toujours allés très loin, hein. On parle de quart ou de demi-finale. C'est quand même assez fou. Et le style de jeu, c'est beau à voir jouer finalement, Bodø Glimt. Du peu de matchs que j'avais vu, j'en avais vu un contre Zurich d'ailleurs à l'époque. Ah, moi aussi. Ouais, ouais. Bon, il était pas ouf celui-là. Non, il était pas ouf. Peut-être à cause de Zurich, ça. Ouais, peut-être. Mais ouais, en termes de style de jeu, c'est pas mal aussi à voir jouer. C'est une philosophie qui est inculquée à tous les clubs de Norvège ou c'est spécifique à Bodø Glimt? Non, là, c'est C'est un vraiment championnat, et en fait, au-delà de là, la question, c'est que c'est un championnat qui est plus axé sur le jeu, je veux dire, que sur la défense, on va dire. Oui, en général, ouais, c'est un championnat qui est très axé sur l'offensif, sur le côté athlétique aussi. Il y a beaucoup de courses, il y a pas mal de buts aussi. C'est ça qui est intéressant quand on regarde les matchs en Norvège ou même dans les pays nordiques en général. Mais c'est ça. Après, le jeu que produit Bodø, il est vraiment propre à Kjetil Knutsen qui l'a instauré. Ce qu'on regarde, c'est vraiment un 4-3-3 qui bouge quasiment pas. Et en fait, ce qui est assez fou aussi, c'est qu'en 5 ans, en 5 saisons, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, mais il y en a eu beaucoup qui sont revenus aussi. Par exemple, on a eu Patrick Berg qui est parti à Lens, il est revenu à Bodø. Björken était parti, il a fait le Hertha Berlin. Je sais plus s'il a fait un club entre deux, mais après il est reparti. On a eu Jens Peter Hauge, lui qui surperforme cette saison encore, et qui était parti, il a fait, je crois, Milan, il a fait l'AC Milan. Francfort, l'AC Milan, c'est ça. Et du coup, il a jamais réussi vraiment à s'imposer, il est revenu. Et en fait, si les joueurs ont du mal à s'imposer, c'est aussi parce que quand ils percent, entre guillemets, ils sont dans un système de jeu bien établi par l'entraîneur et du coup c'est très compliqué de s'adapter à quelque chose d'autre parce que les joueurs ont vraiment l'habitude et les automatismes qui sont bien propres à leur effectif et du coup c'est ce qui fait que c'est assez spécial. Et pour rebondir sur les performances européennes de Bodø, l'année dernière ils ont fait la saison dernière ils ont fait demi-finale en Europa League, ils n'ont pas dû contre Tottenham et en fait l'un de leurs principaux atouts, c'est aussi leur stade et leur géographie. Ils sont au-dessus du cercle polaire. Donc déjà, c'était le premier club au-dessus du cercle polaire à se qualifier en Ligue des Champions. Ce qui fait que déjà, il fait froid, parce que les premiers tours se jouent novembre, oui, j'ai bien novembre, décembre, janvier, enfin voilà, dans les périodes où il fait encore froid, il gèle, c'est un terrain synthétique, et en plus, eux, ils en profitent, ils l'arrosent à mort, à mort, à mort, ce qui fait que le ballon, il fuse, mais un truc de dingue, et du coup, les joueurs disaient, enfin les joueurs de Bodø, qu'ils avaient toujours un petit pas d'avance en plus sur leurs appuis, etc., par rapport aux joueurs en face. Et du coup, même les grosses équipes, je pense au 6-1 contre l'AS Roma, c'était vraiment le premier gros résultat. Et ça a été marquant, et c'est justement sur ça. Et voilà, c'est en ensemble, et ils ont très très bien joué le coup. C'est bien que tu parles de ça. Toutes les grosses équipes se sont mangé les pieds dans le tapis à Bodø. C'est ouf, hein. Moi, je te parle du match contre Zurich. Là, Zurich, il avait perdu. Zurich, ils avaient perdu, ouais. Ah, 3-1, je crois. 3-1 ou 2-1, ouais. Bah, Dis-moi. Non, mais on sait que là-bas, c'est compliqué à jouer. Hein. Quelle équipe s'est imposée, si tu as de mémoire comme ça, qui s'est imposée à Bodø Glimt? Il y a eu Tottenham. Tottenham. Enfin, je crois. Ils ont fait 2-2 là, il y a quelques semaines, l'année dernière. Je crois qu'ils se sont imposés en demi-finale. Ouais. 2-1 ou quelque chose comme ça. 3-1, je sais plus. Ouais, il y a eu Tottenham. Après, en grosse équipe, ouais, je crois. J'en oublie peut-être une, hein, mais. Ouais. Je sais que tu es pressé. J'avais juste encore 2 questions pour toi. Oui, vas-y, t'inquiète. La première, c'était quelles sont les pépites à suivre dans le championnat norvégien? Et la deuxième, c'est je voulais parler un petit peu très vite fait de la scène ultra en Norvège. Est-ce qu'elle existe, etc. Ouais. Donc, ouais, je vais commencer par la scène ultra. Ouais. En fait, je trouve que le supporterisme en Norvège, il est un petit peu particulier parce qu'il est moindre comparé à la Suède et au Danemark. Je trouve que c'est un peu moins fervent. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le développement du football en Norvège.
Je pense qu'ils ont pris un peu de retard au démarrage sur ces 2 autres pays et ça se ressent parce que, bah, déjà l'équipe nationale n'a jamais vraiment fait de grosses performances, donc c'est aussi plus difficile de s'identifier à des sportifs. Je trouve que ça change maintenant, il y a de plus en plus de clubs populaires, enfin de grosses ambiances. Par exemple, on regarde à Brann, c'est tout en plein, il y a une grosse ambiance. Lillestrøm, bon, ils sont descendus, mais il y a quand même pas mal de monde. Rosenborg, bon, ça reste Rosenborg. Mais c'est pas forcément les clubs qui ont le plus de supporters aussi qui performent, parce que quand on regarde à Bodø/Glimt, bon, oui, il y a de l'ambiance, mais honnêtement, c'est C'est plus très. familial, on va dire. Ouais, voilà, on va dire que c'est plus familial. Mais voilà, et non, je trouve que c'est moins. Il y a moins d'ambiance qu'en Suède ou au Danemark. Bon, ça dépend des clubs, forcément, Ouais. mais voilà. Et après, au niveau culture ultra, il y a quand même des noyaux en fait un peu partout. Et là, bon, je parle juste de Sarpsborg parce que c'est un club que j'aime bien et Allons-y, hein, vas-y. j'aimerais, ouais, j'aimerais juste saluer le travail des supporters à Sarpsborg parce que je parle souvent avec le capot de leurs ultras et le travail qu'ils font là-bas, il est assez fou. Ils sont passés de quelques dizaines il y a quelques années à aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines. Ils ont rempli, je sais plus, presque une vingtaine de bus pour la finale de la Coupe de Ok. Norvège là début décembre. Et c'est vraiment assez exceptionnel. Et c'est un club au niveau supporterisme à surveiller, parce que leur équipe n'est pas non plus la meilleure équipe de Ouais. Norvège, Je vois, ils sont 11e. mais c'est ça. Et si vous regardez, ils ont eu leur derby contre Fredrikstad justement le week-end dernier, et ils ont fait un super tifo, et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait encore jusque-là dans leur histoire. Et franchement, c'est intéressant à suivre. Et du Ok. coup, pour passer un peu sur les pépites à suivre, Ouais. bon, il y en a. En fait, il y a beaucoup de joueurs à suivre, et après, c'est toujours compliqué de se projeter parce que ça dépend aussi de l'adaptabilité des joueurs, etc. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle Oscar Spitten-Nisseter. Il jouait à Stabæk, donc c'est le club qui a formé Noussa notamment. Là, il est arrivé à Molde. Et en fait, bon, il vient tout juste d'arriver, mais on sent quand même qu'il a quelque chose en plus. Il est tout jeune, hein, il a 18 ans, 18 ou 19, je crois 18. Et on l'a eu en interview justement sur Nordisk il y a Ah, quelques mois excellent. maintenant. Et ouais, très sympa. Et justement, sportivement, on sent que ça suit et que mentalement, il est déjà bien installé. Et on trouve ça intéressant. Après, par exemple, en défense centrale, on a Aidin Eland à Brann. Lui, Ok. il doit avoir 20 ans, je crois. Un joueur très très fort, notamment dans le domaine aérien, très solide aussi en duel au sol. Et voilà, il commence à avoir ses sélections en première, enfin avec la première équipe de la Norvège. Ok. Et pour finir, je dirais, j'en avais un autre. Ah oui, Edvin Osbo qui joue à Viking justement. Il est capable de jouer autant sur l'aile gauche que l'aile droite, donc il est ailier. Et il est très très bon, notamment au niveau des dribbles. Il est très agile et vif. Et voilà, c'est des joueurs un peu à suivre. Vous les connaissez, les gars? Ces Non. joueurs Non. Pas Ok. du tout. Pas Bon, du tout. parfait. Pour ceux qui jouent au Football Manager, c'est des bonnes. C'est des Ouais, bonnes Spitoni pioches. 7 sur FM, il est très 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 fort. Yes, magnifique. Ben écoute, Antonin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode. Avec Euh, plaisir. Merci à mes deux collègues Michael et Michael pour leur expertise du football norvégien. Et puis on se retrouve très bientôt. Vive le football. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.